Bonjour à vous, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un article, d'un blog internet, que j'ai trouvé en l'occurrence euh, sur un billet de blog, d'un article que j'ai trouvé sur un billet de blog de Mediapart, qui en fait est un article de Frustration Magazine. Comme vous le savez, moi qui suis de gauche, je suis néanmoins critique du gauchisme, c'est-à-dire tout ce qui est anarchisme, trotskisme, New Left. Donc je suis en cela souvent critique de Mediapart ou de Frustration Magazine, de ce genre de contenu, de médias. Pour autant, je considère qu'il y a des choses intéressantes, avec des éléments positifs, des éléments négatifs, des éléments à compléter, des éléments à critiquer. Mais voilà, en l'occurrence, j'ai trouvé un article euh, de, euh, de Mediapart, de Frustration Magazine sur le blog de Mediapart. Je vous mettrai, comme d'habitude, lorsque je fais une lecture d'article, le lien en description. C'est un article de Guillaume Étiévent qui date du 15 juin 2024, donc ça date un petit peu, et qui s'intitule Les mensonges du RN sur ces réformes sociales, sur ces mesures sociales. Enfin, ça dépend si vous avez la version frustration ou blog de Mediapart. Mais voilà. Donc, on va commencer la lecture et ensuite je commenterai le tout. Euh, Tout d'abord, je tiens à dire que si j'ai choisi le sujet, c'est parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impasse sur un parti comme le Rassemblement national. C'est un parti qui rafle une bonne partie de la mise électorale. Donc, si l'on n'analyse pas les choses correctement, si on n'essaie pas de comprendre comment ce genre de choses nous est arrivé, comment la gauche, qui est en pleine déliquescence par ailleurs, euh, arrive à s'aplatir à ce point-là devant la droite libérale et la droite nationaliste, conservatrice, voire réactionnaire, comment se fait-il qu'il y ait une telle montée de cette droite nationaliste, là. Donc, on va lire cet article qui va critiquer le RN, avec les critiques qui sont en l'occurrence légitimes du RN, hein, et on va compléter avec mon analyse à moi, hein, mes critiques et mon analyse. Hein, j'ai lu l'article, je trouve qu'il y a des choses qui sont bien et des choses qui sont, on va dire, insuffisantes. Donc on va commencer l'article. Donc, je vais vous prendre la version Mediapart. Hein. Donc, les mensonges du RN sur ces mesures sociales, qui dans Frustration Magazine, c'est les mensonges du RN sur ces réformes sociales. Bref. Du coup, c'est plus complet la version Mediapart, je prends la version Mediapart. Les mensonges du RN sur ces mesures sociales. Jean-Philippe Tanguy, président du groupe RN à l'Assemblée, vient carrément de proposer que les services de la Poste soient désormais réalisés par Amazon. Les mandats de Macron ont été d'une grande efficacité. Aucun gouvernement n'avait jusqu'alors été aussi loin dans une politique pro-entreprise. Mais ça n'est pas assez pour une partie du patronat qui a trouvé mieux. C'est là que l'article va vraiment commencer. On gagnera si on peut rassurer et si on parle à la France qui réussit. On dirait du Macron. Eh bien, c'est du Bardella. Il aime caresser les patrons dans le sens du poil. Et ces derniers le lui rendent bien. Malgré les nombreuses mesures pro-entreprises mises en œuvre par Emmanuel Macron, une partie des milieux d'affaires se tourne désormais vers le Rassemblement national. Pour les attirer, Jordan Bardella a largement modéré sa critique de l'Union européenne et a tourné son discours économique vers des positions néolibérales, comme à l'époque de Jean-Marie Le Pen. Il continue à faire semblant de défendre l'intérêt de la population en mettant en avant de rares mesures sociales qui sont en réalité des escroqueries,
qui sont en réalité des escroqueries profitant exclusivement aux entreprises. Les milieux d'affaires sont ingrats. Ils n'en ont jamais assez. Depuis quelques mois, certains propriétaires d'entreprises se tournent vers le Rassemblement national, malgré les nombreuses mesures en faveur des entreprises mises en place par Macron ces dernières années. Du côté des entreprises, tous dont elles rêvaient, ou presque, Emmanuel Macron le leur a donné. Sur le plan fiscal d'abord, on baisse de 33 à 25% le taux de l'impôt sur les sociétés et fin de la surtaxe exceptionnelle, 16,3 milliards d'impôts, 16,3 milliards d'euros rendus. Baisse des impôts de production, 11,1 milliards d'euros. Suppression de la CVAE, 7,8 milliards d'euros. Net d'effets positifs sur l'IS. Pérennisation et montée en puissance des exonérations du CICE. 5,2 milliards. Résume les Échos. Les entreprises, enfin, ont obtenu dès 2017 la simplification drastique du Code du travail qu'elles réclamaient à corps et à cri, notamment pour plafonner les indemnités de licenciement et sécuriser les embauches, ajoute le quotidien. On parle de... On parle des Échos, du coup. On ne saurait mieux dire. Les mandats de Macron ont été d'une grande efficacité. Aucun gouvernement n'avait jusqu'alors été aussi loin dans une politique pro-entreprise. Mais ce n'est pas assez pour une partie du grand patronat. Les résistances des Gilets jaunes, la forte opposition à la réforme des retraites et l'absence de majorité absolue à l'Assemblée lui font craindre une possibilité future de poursuivre les réformes. Une partie de la bourgeoisie bascule ainsi vers le RN. C'est le cas des grands patrons comme Bolloré ou Henri Proglio, ex-PDG d'EDF et Veolia, mais aussi des petits patrons. En 2022, selon l'IFOP, Marine Le Pen a obtenu 51% des suffrages des artisans, commerçants et petits chefs d'entreprise au second tour de 2022. Ce n'est pas un hasard si Jordan Bardella a passé une partie de sa campagne européenne à faire le tour des fédérations patronales. Pour Marine Le Pen, les patrons sont le poumon de la France. Pour séduire les milieux patronaux, le RN a progressivement abandonné toute critique radicale de la construction européenne. Historiquement, le FN était favorable à la sortie de l'Union européenne. À partir des années 2010, le parti a nettement évolué sur cette question. Lors des élections européennes de 2014, Marine Le Pen a commencé à défendre l'idée d'un référendum sur la sortie de l'UE, plutôt qu'une sortie immédiate et inconditionnelle. Depuis 2020, le RN n'évoque plus la perspective de quitter l'UE ou l'euro, mais propose plutôt de réformer les institutions européennes de l'intérieur. Ensuite, le RN est peu à peu revenu aux propositions économiques néolibérales de Jean-Marie Le Pen, qui avait été en partie et temporairement abandonnées pour conquérir l'électorat ouvrier au tournant des années 2010, sous l'influence notamment de Florian Philippot, qui fut vice-président de cette formation politique entre 2012 et 2017. Le RN avait alors essayé de tenir les deux bouts, rassurer les entreprises tout en affichant des promesses sociales. Rappelons qu'en 2017, le FN proposait l'abrogation de la loi travail, ce que même le Front populaire, parenthèse, Front populaire, il parle du NFP, donc pas d'un Front populaire au sens historique. C'est le Front antipopulaire, comme le Front national, bien, le Rassemblement national aussi est un Front antipolaire au Macron. Hein, ça reste des bourgeois. Mais bon, voilà, faut pas croire que c'est le Front populaire de 1936. Je reprends. Ce que même le Front populaire aujourd'hui n'ose plus faire. Changement de ton en 2022. Marine Le Pen allant devant le MEDEF pour dire aux grands patrons qu'ils sont le poumon de la France. Pour les élections présidentielles de cette année-là, il ne restait plus aucune mesure sociale à part la nationalisation des autoroutes et une réforme des retraites plus favorable que le cadre légal en vigueur. Une fois élus, à l'Assemblée nationale, les membres du RN n'ont eu de cesse de faire des votes contre les classes laborieuses. Ils ont voté notamment contre le blocage des prix des produits de première nécessité, la gratuité des cantines scolaires pour les plus modestes, le gel des prix des loyers, la hausse du SMIC et l'indexation des salaires sur l'inflation. Les deux seules mesures sociales du RN profiteront aux entreprises, pas aux salariés. Aujourd'hui,
que le pouvoir est à portée de main du RN, ces mensonges sur sa prétendue défense de l'intérêt de la population apparaissent encore plus clairement. Il ne reviendra pas sur la réforme des retraites de 2022. Le retour à la retraite à 60 ans pour les personnes ayant travaillé avant 20 ans, l'une des mesures du programme de 2022, ne figurera pas dans la plateforme des législatives actuelles. Les deux seules réformes d'apparence sociale qui restent à ce jour dans le programme du RN sont l'incitation à la hausse des salaires et la baisse de la TVA. Les deux mesures sont complètement bidons. La première prévoit d'exonérer de cotisations patronales les hausses de 10% des salaires inférieurs à 3 SMIC, une mesure purement incitative qui n'impose rien aux entreprises et qui ne sera pas suivie d'effet. Aucune entreprise n'accorde de tel niveau de hausse générale de salaire. On voit mal comment cette exonération suffirait à les convaincre de le faire. D'autant plus qu'elle bénéficie déjà d'énormément de suppressions de cotisations sociales. C'est de la pure communication qui n'engage à rien et qui se résume à une subvention aux entreprises. Seule autre réforme proposée par le RN dans son projet actuel, qui pourrait apparaître à première vue sociale, la baisse de la TVA sur le carburant, sur l'énergie, l'électricité, le gaz et le fioul, ainsi que sa suppression sur 100%, ainsi que sa suppression sur 100 produits alimentaires et hygiéniques. Je recommence. Seule autre réforme proposée par le RN dans son projet actuel qui pourrait apparaître à première vue sociale, la baisse de la TVA sur le carburant, sur l'énergie, l'électricité, le gaz et le fioul, ainsi que sa suppression sur 100 produits alimentaires et hygiéniques. En réalité, cette idée est un cadeau de plus aux entreprises. Les baisses de TVA leur profitent car plutôt que les répercuter sur leur prix, elles ont tendance à maintenir leur prix et à ainsi améliorer leur marge. Cela a été maintes fois documenté, notamment en ce qui concerne le bilan de la baisse de TVA dans la restauration mise en œuvre en 2009. Ainsi, ce que propose le RN, c'est en réalité un transfert d'argent, 12 milliards d'euros, d'après le RN, des caisses de l'État vers les entreprises. Des caisses de l'État vers les entreprises. Autre mensonge de Jordan Bardella, il prétend dans sa profession de foi combattre les déserts médicaux. Alors qu'à l'Assemblée nationale, les élus RN ont voté l'année dernière contre la proposition de loi régulant l'installation des médecins. Le RN va ces derniers jours encore plus loin dans sa politique patronale. Bardella enchaîne les déclarations où il s'engage à arrêter la prolifération des normes excessives pesant sur les entreprises. Il n'a plus que le mot flexibilisation à la bouche, même si rien n'est détaillé pour le moment dans son programme. La déréglementation concernera aussi le service public. Jean-Philippe Tanguy, président du groupe RN à l'Assemblée, vient carrément de proposer que les services de la Poste soient désormais réalisés par Amazon pour économiser les 300 millions d'euros que coûte le service public postal. Autre nouvelle obsession de Bardella depuis qu'il est Premier ministrable, la dette. Si je deviens Premier ministre, je récupère un État dont la dette est à un niveau record, a-t-il notamment déclaré, anticipant déjà ses futurs arguments pour ne mettre en œuvre aucune mesure sociale s'il parvient au pouvoir. Voilà, il en dit aussi, si on ne rassure pas d'ici à 4 ans, il y a le risque qu'on soit confronté à une augmentation des taux d'intérêt. Moi, c'est ce que je souhaite éviter, déclarait-il déjà avant les élections européennes. La messe est dite. Une haine profonde des syndicats. Le gouvernement commence à s'inquiéter de ce patronat qui ne s'oppose plus au RN. Il faut que les chefs d'entreprise disent que si ce programme la passe, on ferme nos usines et on supprime des emplois, insiste notamment Bruno Le Maire. Ouvrez les guillemets, votre programme économique est le plus marxiste qui n'ait jamais été proposé en France depuis une quarantaine d'années. Fermez les guillemets, s'était-il d'ailleurs enflammé à l'Assemblée quelques jours avant, en s'adressant aux élus RN à l'Assemblée nationale. Évidemment, c'est une stratégie du gouvernement pour essayer de renvoyer dos à dos les deux extrêmes. Le programme du RN n'a absolument rien de marxiste. Il ne comprend, en réalité, aucune mesure de redistribution, rien qui aidera la population au quotidien. Ce n'est pas un hasard si aucun programme économique n'est présenté sur le site du RN. Même en 2022, rien de précis n'avait été diffusé, car le RN préfère rester dans le flou.
pour faire croire à la population que ses propositions vont l'aider, tout en rassurant les patrons. Gageons que cette duperie sera suffisamment dévoilée pour que RN ne franchisse pas, dans quelques semaines, la dernière marche qui le sépare du pouvoir. Sinon, on va vraiment tous morfler. Car ce qui est clair, c'est la haine que vous, les dirigeants du RN, au monde du travail. Ouvrez les guillemets, les syndicats sont les croque-morts du monde économique et du travail, ils ne servent à rien. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets, les syndicats sont les croque-morts du monde économique et du travail, ils ne servent à rien. Fermez les guillemets, affirme notamment Louis Alliot, vice-président du RN, tandis que Marine Le Pen considérait pendant la bataille contre les réformes des retraites de l'année dernière que les syndicats, entre guillemets, défendent leurs intérêts propres et pas l'intérêt des Français. Fermez les guillemets. Car c'est cela le plus inquiétant. L'indigent programme social du RN tente vainement de masquer le mépris profond qu'ont ses dirigeants pour la population. Des mesures de répression terribles s'abattront sur les mouvements sociaux dès qu'il sera élu. Heureusement, il est encore temps d'y échapper. Fin de l'article. Alors oui, il date un peu l'article, donc voilà, il est encore temps de... C'était lié aussi aux élections. Bref. Si vous voulez ce genre de trucs, il date un peu, il date de 2024 l'article. Bref. Un article de Guillaume Etiévre. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, évidemment, ils ont parfaitement de raison de dire que le programme du RN n'est pas un programme social au sens large, hein, ça n'a rien de socialiste, de social, que ce soit de la social-démocratie la plus modérée ou de jusqu'au communiste le plus radical, c'est rien à voir avec le RN. Bruno Le Maire, quand il qualifie le programme du RN de marxiste, c'est assez marrant parce que comment dire, Bruno Le Maire, c'est le mec qui, comment dire, c'est le même mec qui qualifie le programme du RN de marxiste et qui est un néolibéral. C'est le même mec qui pense qu'il va pouvoir sanctionner la Russie en faisant faire une pression économique sur la Russie par des sanctions commerciales, alors que justement c'est juste la France qui se retrouve à l'avoir dans le baba en arrêtant de commercer avec la Russie, puisque en fait on achète toujours du gaz russe. La différence, c'est qu'il passe par des intermédiaires qui nous le font payer plus cher. Bruno Le Maire n'est pas spécialement un bon économiste. Enfin, j'ai envie de rester poli pour dire ce qu'il est, et que ce n'est pas que l'économie qui lui manque, en fait. Disons que c'est un organe qui se situe à ce niveau-là, si vous voulez, pour ne pas être impoli. Ou alors de l'honnêteté. Mais les deux qualités ne sont pas incompatibles pour qualifier Bruno Le Maire. Hein, la malhonnêteté et, disons, le manque de... Voilà. Bon, bref. Alors, pour moi, ce qui est clair avec... en ce qui concerne le RN, c'est que c'est un parti opportuniste bourgeois. Comme Macron. J'ai envie de dire aussi comme Mélenchon. Ça, là, c'est pas la question. Hein, pour le moment. Mais vous avez déjà vu des gens comme... je critiquais l'intellect de Bruno Le Maire. Vous avez vu Bardella, il est là pour sourire aux caméras, en fait. Hein, il lit ses fiches, et à côté, vous voyez bien qu'il n'y a aucune pensée politique. C'est juste de l'apparence, du blabla, de l'image. Et c'est sur ça que le RN prospère. C'est particulièrement dégueulasse, mais ce qui fait que la droite gagne et que la gauche perd, c'est entre autres choses le fait que la gauche, question image, ne sait même pas soigner son image. C'est pas étonnant, comment dire. Quand à gauche on a abandonné, quand le Parti communiste a abandonné son organisation de parti d'avant-garde et est devenu euro-collaborationniste et compagnie, on a un vide qui s'est créé. On a le modèle de militantisme léniniste basé sur la discipline, la formation militante, ça n'existe plus.
On n'a pas un parti marxiste-léniniste, ni même... et on n'a pas de parti jaurésien, ce qui existait avant, hein, que ce soit la SFIO de Jaurès, pas de Blum, qui était un traître, aux idées de Jaurès, ou que ce soit le Parti communiste français, qui était d'inspiration léniniste, on n'a plus ça. Aujourd'hui, à gauche, on n'a plus qu'une tambouille qui, on va dire les choses clairement, c'est la gauche Terra Nova qui a gagné, et qui ne parle plus du social, parle du sociétal. C'est le bordel absolu. Il y a des militants à moitié incultes. Il suffit que Mathilde Panot ouvre la bouche pour que Bardella lui réponde, pour que Bardella fasse plusieurs points dans les sondages. Voilà. Donc, voilà. Il faut quand même avoir ça en tête. Alors, le RN est un parti opportuniste bourgeois. Beaucoup le qualifient de nationaliste. À une époque, j'ai même cru qu'ils étaient nationalistes, qu'ils étaient des nationalistes et des conservateurs. Mon analyse politique s'est affinée avec le temps. Et en fait, ce ne sont pas simplement une droite nationaliste. C'est pas une droite nationaliste conservatrice comme on pourrait le croire. Ça, c'est peut-être ce qu'ils étaient peut-être un peu avant. Déjà, c'est quand même quand on a des nationalistes qui renoncent au patriotisme en renonçant à la souveraineté de la nation, c'est des nationalistes en carton. Je qualifierais plutôt le RN de parti libéral sécuritaire. Alors on va me répondre par rapport à l'histoire du Rassemblement national qu'il y a un noyau historique d'extrême droite et on associe l'extrême droite au nationalisme et au conservatisme, voire aux réactionnaires et aux idéologies identitaires. Souvent, voilà. Même si les conservateurs sont moins à droite que les réactionnaires, mais souvent aujourd'hui, quand on parle de conservateurs, on confond parfois avec réactionnaires. Pareil, progressiste, on confond avec intersectionnel aujourd'hui à gauche. Bon, bref, alors que les intersectionnels sont en réalité des réactionnaires. Mais voilà, le truc, c'est que le RN n'est pas un parti nationaliste ou conservateur comme on pourrait le croire. C'est un parti libéral sécuritaire. C'est un parti qui fera une politique libérale comme Macron, avec des arguments sur le sécuritaire. Donc, selon moi, hein, je vous explique ma vision des choses. Le RN a, comment dire, une sociologie particulière. C'est-à-dire, là, je ne vais pas parler en sociologie de classe, comme je le fais d'habitude. Je vais plutôt parler en sociologie politique. Hein, parce qu'en termes de sociologie de classe, il y a des bourgeois, il y a des petits bourgeois, il y a des prolos. Là, je vais vous faire une analyse de sociologie politique, des milieux politiques qui composent le RN, des courants idéologiques. Enfin, moi, je ne fais qu'opiner quelque part parce que je ne connais pas assez les gens du RN pour avoir une opinion. Hein. Moi, je suis communiste. Qu'est-ce que je foutrais dans une orga comme le RN? Hein, j'ai rien contre le fait de parler avec un mec du RN. Hein. Ça permet toujours de savoir comment la personne pense en face, et c'est intéressant de savoir comment un macroniste pense, comment un lepéniste pense, comment un mélenchoniste pense, si la personne pense, hein, en l'occurrence en politique, parce que des moments, il y a des gens qui parlent politique, mais qui ne pensent pas. Comment un roussellien pense. On va pas faire des jeux de mots sur le saucisson, parce que, en l'occurrence, c'est bon, le fromage et la charcuterie, et ce n'est pas absolument pas raciste, contrairement à ce que disent les j'ai pas envie de dire rousseauiste, parce qu'il y a Jean-Jacques et Sandrine. Hein, c'est pas la même rousseauiste. Enfin, ruisseauiste pour Sandrine Rousseau, Sardine Ruisseau, Sandrine Rousseau. Bon, bref. Ce qu'un ver pense, voilà, ce qu'un amoniste pense. Bref, on peut décliner. Mais je ne fais qu'opiner sur la composition idéologique. Donc, je
des informations qui m'ont été transmises, qui sont assez, peut-être assez rudimentaires, et mon analyse, qui expliquerait pas mal de choses, c'est qu'il y a 4 catégories, grosso merdo, idéologiques de membres du RN. Ces 4 catégories, on va les classer 1, 2, 3, 4. Et ça va pas faire plaisir à certains, d'autres vont être plutôt voilà, en accord ou en désaccord, d'autres vont pouvoir trouver cette analyse intéressante. C'est qu'il y a d'un côté, si vous voulez, en première numéro 1, on a l'extrême droite canal historique, donc c'est-à-dire d'anciens vigistes et poujadistes, des gens qui ont limite, voire carrément des discours néofascistes ou néo-nazis, avec des vichistes et des poujadistes. Donc d'autres qui ont aussi un discours néolibéral lié à ça. Hein. Après, on peut être un fasciste et un libéral en économie. Hein. Le fascisme n'implique pas forcément une politique. Comment dire, le fascisme, ça peut très bien se faire avec un capitalisme dirigé dans l'optique de sauvegarder ce capitalisme, ou avec un système ultralibéral, comme c'est le cas avec un Pinochet, un Bolsonaro, voire potentiellement un Javier Milei. Hein, donc voilà. Encore voilà. Bon, même si ça ressemble plus à du Trumpisme dans le cas de Bolsonaro, une forme de Trump brésilien. Faudrait étudier le sujet plus en profondeur, mais ça, peut très bien faire l'objet d'une autre vidéo ou non. Ou pas, voilà. Donc il y a l'extrême droite canal historique. Il y a la droite, en deuxième position, la droite nationaliste et conservatrice, mais nationaliste et conservatrice modérée, et pas tellement ultralibérale, qui peut être relativement sociale, qui pourrait être celle de gaullistes, ou éventuellement même de bonapartistes républicains, hein, parce qu'il y a des bonapartistes monarchistes et républicains, mais de gens qui se réclament du nationalisme et qui pour autant ne sont pas d'un nationalisme de type fasciste ou ultra-identitaire, type extrême droite, canal historique, mais qui seraient plutôt, on va dire, gaullistes, et qui pourraient correspondre à une part des souverainistes. On pourrait y mettre des gens comme Philippot, ou des gens comme Asselineau, dans cette case de gaulliste souverainiste, de souverainiste en fait, parce que De Gaulle était souverainiste. Hein, voilà. Mais ce sont des gens qui, normalement, aujourd'hui, sont pas tellement dans ce genre d'organisation, qui est franchement revenu au néolibéralisme à la Thatcher-Reagan. Hein, voilà. On a évoqué le sujet dans le texte, ce texte, et il a déjà été évoqué le sujet de la construction européenne, parce qu'effectivement, il y a eu un discours anti-européen au RN, mais il y a eu avant ça un discours réganien et thatcherien qui était très eurocompatible. Ils ont eu un semblant de discours social, ils ont même essayé d'instrumentaliser Jaurès, le RN. Alors que Jaurès n'a rien à voir avec ces gens-là. Donc plutôt une droite gaulliste, nationalisme modéré, conservatisme modéré, type conservatisme à l'ancienne, paternalisme à l'ancienne, capitalisme à papa. Il y a en troisième position, et là c'est là que je vais me faire taper dessus, des gens qui viennent de la gauche. Des gens qui viennent de la gauche canal historique, gauche à l'ancienne, qui sont plutôt gauche républicaine, par exemple, qui peuvent être des gens issus du Parti socialiste, du Parti communiste, sont plutôt gauche populaire et gauche républicaine, souverainistes de gauche éventuellement, personnes attachées à la laïcité ou à l'universalisme, mais n'ayant pas trouvé leur bonheur à gauche sur la question nationale, et donc se retrouvant étrangement mélangés avec une droite réactionnaire. Et des gens qui viennent du gauche progressiste, mais pas la New Left, si vous voulez. Progressiste plutôt... Ouais. Donc potentiellement, des gens, voilà. Et des gens qui ont été
prêts à faire des concessions et qui sont devenus de droite, en fait, hein, qui sont fait des concessions sur les questions économiques et qui sont devenus des libéraux à force, hein, quand on voit le logiciel néolibéral du RN aujourd'hui. Donc, il y a cette partie qui sont des gens qui sont des ex-gauches, des gauches à l'ancienne devenus ex-gauche, ex-gens de gauche, d'anciens militants de gauche, hein, qui ont été absorbés. Il y a eu des gens de la France insoumise comme Cotarac. Il me semble qu'il y a un type qui s'appelle, il me semble que c'est Cotarac, qui avait rejoint le RN, en optique de faire approche à Macron. Bon, vous avez des gens comme Tatiana Ventose qui sont passés du parti de gauche à des sympathies RN sans y adhérer. C'est des sympathies RN partielles, hein, quand on voit Tatiana Ventose, parce qu'elle dit très bien que qu'elle les critique, ces gens-là. Mais bon, est-ce que se mouiller à défendre des gens qui sont pas si différents de Macron, c'est voilà, c'est une bonne solution? Non, enfin, et tenir un discours bizarre sur les producteurs versus les parasites, confondant les bourgeois avec les précaires, ça peut être assez problématique. Et vous avez la quatrième catégorie, qui est les apolitiques. On va dire, on va me faire le jeu de mots, oui, les apolitiques de droite. Vous avez aussi un manque de culture politique. Ce n'est pas traiter les gens d'un culte de dire un manque de culture politique. Il y a des gens qui ont d'autres choses à faire dans la vie que de s'intéresser à la politique, qui s'y intéressent pas forcément, et qui s'y retrouvent comme ça embarqués. Et qui n'ont pas... Voilà, qui ont... le fait de ne pas avoir de culture politique, ça n'empêche pas d'avoir une culture sur plein d'autres sujets, scientifiques, artistiques, tout ce que vous voulez. Mais, comment dire, des gens qui sont des apolitiques, qui auraient pu être de gauche, potentiellement, mais qui sont préoccupés par la sécurité. Et vous avez le discours, si vous voulez, le discours anti-immigration, c'est un discours qui fait certes appel à l'identité nationale, mais aussi à la question sécuritaire, à la délinquance et à la déghettoisation. Donc, le RN, si vous voulez, selon moi, ce qui est une arnaque bourgeoise, il repose sur une chose. Et c'est là que je vais me faire descendre absolument. Je remets mon micro bien devant moi, mais le RN repose sur la faillite de la gauche. La faillite de la gauche et la décadence idéologique de la gauche. La conversion de cette gauche à l'Union européenne, au néolibéralisme, par le biais de l'Union européenne, pas officiellement. L'invisibilisation de la question laïque face à une forme de sympathie islamophile, c'est-à-dire que défendre le droit des musulmans à pratiquer librement leur culte, c'est une bonne chose. S'allier, parce qu'il y a une liberté de culte, une liberté de conscience qui sont un droit fondamental, mais ça ne s'applique pas qu'aux musulmans au passage, ça s'applique aussi aux athées, aux chrétiens, aux juifs, aux bouddhistes, n'importe quel. Et ça ne doit jamais empêcher de critiquer vertement les religions et même les religieux. Hein. Le droit à la critique, c'est une liberté démocratique. Et vouloir l'interdire et protéger même les pires réactionnaires religieux pour défendre, en disant que c'est défendre une liberté de culte, c'est ridicule. Mais les sympathies et l'infiltration vis-à-vis de l'islam politique, et le frérisme qui rampant dans certaines parties de la gauche, voire quand même certaines parties, voire carrément une bonne partie de la gauche, ça contribue beaucoup au succès du RN. C'est-à-dire qu'il existe des thématiques qu'on va bien lister et qui font le jeu du RN. Vous avez en premier lieu la question migratoire. Vous avez la question de l'islam et de l'insécurité. Vous avez la question de la mondialisation, de l'identité nationale et de la New Left, ce que certains appellent, à tort ou à raison, le wokisme. Vous avez le communautarisme, vous avez tous ces problèmes, toutes ces problématiques. La question sécuritaire, par exemple, la question religieuse, la question nationale, la question migratoire. Toutes ces questions-là,
sont des thématiques qui renforcent le RN. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien, pas la politique du RN, évidemment, mais pas une politique nihiliste de gauche. C'est-à-dire que sur la question migratoire, il y a une différence entre quelqu'un qui veut un contrôle aux frontières et quelqu'un qui veut tirer tout ce qui passe à la frontière, ou qui veut traiter les migrants comme du bétail. Hein, il n'y a pas de position, avoir de position caricaturale entre des soi-disant pro-migrants et des et des anti, enfin des pro-immigration et des anti-immigration. Les positions caricaturales, vous voyez que ça peut aller très loin. C'est-à-dire qu'une personne immigrante n'est pas forcément bonne ou mauvaise parce qu'elle est migrante. La question, c'est comment on gère la question, sincèrement, à gauche. Comment on intègre les populations issues de l'immigration, comment on leur apprend la langue, comment on leur apprend leurs droits, comment on fait en sorte qu'elles ne soient pas exploitées par le capital, comment on évite les phénomènes de ghettoisation qui produisent à terme des situations d'insécurité, de communautarisme. Comment on règle ça comment on règle ça avec le plus d'humanité possible. Et vous avez une gauche qui vous qualifie d'extrême droite lorsque vous exprimez des réserves sur cette question. Cette question doit être débattue librement. Cette question doit être débattue librement, ce qui permettra de réduire progressivement les voix à droite, c'est que vous puissiez avoir une gauche qui accepte le débat sur ces questions-là, un débat intelligent, adulte, responsable et mature. Et ces questions-là, il y a des questions, c'est extrêmement compliqué, parce qu'il y a des questions d'ordre moral, humanitaire, et des questions techniques sur la façon dont eh bien, on loge les gens qui arrivent, comment on les nourrit, comment on gère la problématique de l'emploi, de l'intégration, des questions religieuses qui sont afférentes, des questions de réseaux de trafic de drogue, de réseaux qui exploitent ces gens qui sont issus de l'immigration. Quand vous voyez aussi qu'il y a une gauche à l'ancienne, que ce soit Jean Jaurès ou Georges Marchais, qui disait, en parlant de l'immigration, qui s'y opposait à l'immigration quand elle était massive en tant qu'armée de réserve du capital, vous voyez bien que cette question-là n'est pas à traiter de façon immature en qualifiant de raciste personne qui émet des réserves sur la question migratoire. Ce n'est pas raciste. En revanche, le point de vue, c'est pas parce qu'on peut être critique on peut être critique du point de vue entre guillemets de la gauche d'aujourd'hui, et du point de vue de la droite nationaliste, anti-immigration, qui va, dans certains cas, pas dans tous, vous avez plusieurs, pareil à gauche, hein, vous avez parfois les positions les plus caricaturales qui sont montrées. Discutons les uns avec les militants de gauche et de droite, qu'ils discutent les militants nationalistes, de la droite nationaliste et de la gauche, de ce qu'il en reste, et de gauche, qui discutent entre eux, qu'ils puissent connaître un peu les positions des uns et des autres. Eh bien, pareillement, quand vous avez des gens qui considèrent qu'il faudrait traiter les migrants quasiment comme des animaux, mais jusqu'où sont-ils descendus, moralement parlant? Et puis, en fait, ils ne résoudront même pas eux-mêmes le problème migratoire. Comment dire? Vous ne pourrez pas le résoudre avec une politique de droite. En étant ultralibéral, en étant soumis à l'impérialisme, en étant dans l'Union européenne, en ayant la CEDH sur les dos, en n'ayant pas notre monnaie, et donc notre indépendance, nos monnaies et notre frontière qui font notre indépendance, on est sous la coupe de la BCE, donc on ne peut pas mener une politique nationale, on n'a pas nos frontières, on a la CEDH sur le dos, donc typiquement, admettons qu'un gouvernement qui veut réduire l'immigration, qu'il soit de gauche ou de droite, arrive au pouvoir, il ne le pourrait pas. Il ne pourrait pas non plus en étant dans l'OTAN, puisque l'une des causes, ce n'est pas la cause unique de ce phénomène migratoire, c'est les guerres impérialistes qui déstabilisent des régions entières du monde. Donc, quand vous avez des gens qui n'ont plus de maison, ils migrent dans les endroits où ils peuvent vivre.
Bon, il y a plein de causes climatiques, économiques, tout ce que vous voulez, politiques, géopolitiques. Vous avez aussi les gens qui sont réfugiés, qui fuient des situations de danger politique, où ils ont leur vie qui sont menacées, qui essaient de survivre. Hein, parce que vous ne pouvez pas traiter les gens. Comment dire, vous avez des gens qui cherchent à survivre dans les immigrants. La politique que certains peuvent critiquer comme naïf de la gauche sur la question migratoire, la gauche aujourd'hui sur la question migratoire, elle vient à la base quand même d'une bonne intention, d'une empathie, d'un humanisme qui est de considérer qu'on ne va pas laisser les gens crever. Que le capitalisme puisse en profiter pour en faire des esclaves pas chers des migrants, c'est aussi possible, hein, au passage. Hein, c'est toujours le cas. Et avec une politique libérale, avec un système capitaliste, avec ça, vous allez juste en faire des putains d'esclaves. C'est-à-dire que la politique du RN, s'ils arrivent au pouvoir, comme ils ne veulent même pas du Frexit de toute façon, de la sortie de l'UE, de l'euro, de l'OTAN, tout ce qui va se passer, c'est que ça va être des esclaves pas chers. Ça veut dire que les suppressions d'aides sociales pour les personnes migrantes, ce sera ça leur programme anti-immigration. Résultat, explosion de la violence sociale. On empire la question de la violence, de la ghettoisation. Alors on va penser résoudre ça avec des flics. Ça fait pas tout la matraque, hein, en termes de sécurité. On va revenir sur la question sécuritaire. Alors la question sécuritaire, justement, la question sécuritaire, vous avez à gauche des gens qui se réclament anti-police. Donc on tolère ces gens-là, plus ou moins anarchisants, ou des gens pro-Boutelja ou trotskisants, qui se prétendent marxistes, qui sont des pseudo-marxistes, qui ne comprennent rien sur rien, qui ont un discours anti-police, anarchisant, gauchisant, euh, qui sont des idiots utiles de la droite, eh ben on ne gagne pas. Comment dire? La sécurité est un droit des classes populaires. Les classes populaires ont le droit d'être en sécurité. Alors, il y a une inégalité dans ce domaine, parce que, comment dire, vous enlevez la police, le prolo de base va morfler. Le bourgeois, non. Je m'explique. La plus grosse victime de l'insécurité, c'est le prolo, pas le bourgeois. Le bourgeois, il a des gated communities, c'est-à-dire des quartiers. Le grand bourgeois, par exemple, il a des gated communities qui sont des quartiers fermés et sécurisés avec caméras de surveillance, portail, ou des maisons avec des alarmes. Il peut avoir des chiens, il peut avoir. On va dire que le SDF punk à chien, il peut aussi avoir ou le SDF tout court, il peut avoir un chien pour le défendre. Mais là, le bourgeois, il peut en avoir plusieurs. Il peut avoir, comme autre chien, des gardes du corps, bien payés, des milices, tout ce qui permet sa sécurité. Alors lui, il peut avoir les moyens de se déplacer dans d'autres pays s'il y a une situation dangereuse dans le sien. Le bourgeois, lui, il est en sécurité. La première victime d'insécurité, c'est le prolo. Que ça soit de l'insécurité vis-à-vis, au sens strict, police, service de police, hein, vis-à-vis de la criminalité, des délinquances, des services de police, celles que nous procurent les services de police, de gendarmerie, de pompiers, c'est-à-dire les délinquances, les catastrophes naturelles, la criminalité. Oui, ça c'est une partie de l'insécurité. Il y a aussi une autre partie de la sécurité à laquelle la gauche répond, sécurité sociale, c'est-à-dire les retraites, le chômage, congé maladie, congé accident du travail, la santé, l'éducation. Avoir un toit sur la tête, c'est une sécurité. Avoir le ventre rempli, c'est la sécurité, pas de crever. Avoir de quoi s'éduquer, c'est la sécurité de pouvoir plus facilement trouver un travail. La sécurité de l'emploi, oui, j'y viens. Ça, c'est de la sécurité. Et donc, ces deux dimensions-là sont complémentaires, la dimension sociale de la sécurité et la dimension sécuritaire de la sécurité, si on veut faire se répéter un peu. Donc, les libéraux sécuritaires vous parlent de sécurité, mais c'est plus celle des bourgeois. Hein. Alors, il y a des prolos qui vont voter pour eux parce que vous avez des gogoles type LFI, ou même il y en a même parfois au PCF avec un discours plus ou moins indigéniste, qui vous disent ah bah la police parce qu'elle est raciste machin truc, bon avec des trucs bizarroïdes, avec un discours bizarroïde sur la police, qu'il puisse y avoir des policiers qui ont un comportement pas terrible, je veux bien l'entendre,
mais en soi, il faut une police, sinon comment dire, il existe un truc qui s'appelle le lumpenprolétariat, un concept, ou plutôt un concept. Enfin, il y a une classification des classes sociales dans le marxisme qui s'appelle le lumpenprolétariat. En gros, c'est tous les marginaux. Donc il y a parfois on y met parfois les précaires. Moi, j'essaie de les séparer, je les sépare du reste du lumpenprolétariat, mais c'est ce qu'on appelle le prolétariat en haillons. Ce sont des gens qui sont détachés du monde du travail, qui sont dans certaines circonstances potentiellement des traîtres. Alors il y a les macros, donc tout ce qui est macro, proxénètes, trafiquants de drogue, prostituées, délinquants, criminels, bandits, grands chemins, enfin. Le truc, c'est qu'on peut aussi mettre les chômeurs, les précaires, les étudiants, les handicapés. Moi, je les mettrais plutôt dans la catégorie précaire. Tout ce qui est chômeurs, étudiants, handicapés. Voilà. Mais je ferais une séparation entre précaire et, euh, et lumpen. Mais grosso merdo, lumpen au sens, on va dire, négatif du terme, donc tout ce qui est monde de la criminalité et de la délinquance, des gens, par exemple, qui trouvent qu'ils gagneraient plus facilement leur vie en dealant de la drogue qu'en travaillant à l'usine, et qui parfois peuvent même former, peut même avec toutes ces opérations malhonnêtes, passer du lumpen prolétariat à la lumpen bourgeoisie. Vous savez, quand il y a du trafic de drogue, quand vous avez du trafic de drogue, vous avez un réseau qui se crée avec des gens qui font le boulot et des gens qui sont à la tête du réseau, donc, et qui se font du pognon là-dessus. Comme comme dans une économie capitaliste, une économie parallèle, voilà, ça fonctionne de cette façon. Et bien dans le lumpen prolétariat, il y a des gens violents, il y a des gens agressifs, il y a des gens qui énervent passablement l'ouvrier de base. Et quand vous avez à gauche des militants, parfois petits bourgeois, qui se rapprochent un peu du lumpen parce que leur clientèle politique, c'est plus tellement l'ouvrier, mais le lumpen, et qu'ils disent mais il n'y a pas de problème d'insécurité, cet ouvrier-là va pas voter à gauche. Parce que si cette gauche-là ne défend pas la question de la sécurité, il va dire oui, alors elle va vouloir que j'ai un meilleur salaire, mais elle va vouloir que je crève assassiné dans cette rue, cette gauche-là. Assassiné dans la rue, cette gauche-là. Euh, ça va. Les gens veulent survivre. Que ça soit ne pas crever de faim, avoir un toit, ne pas être assassiné. Ou ne pas être volé. Ou ne pas se faire cramer leur bagnole. Surtout quand ils doivent l'utiliser pour aller au travail et pour pouvoir se nourrir. Bon, bref. Associé à cette question de l'immigration et de la sécurité, il y a la question de l'islam, et en fait, en l'occurrence, de l'islamisme. Vous avez à gauche des gens qui considèrent que toute critique de l'islam, c'est de l'islamophobie, donc du racisme. Je ne vois pas en quoi il y a une discrimination ethnique lorsqu'on critique une religion. Il faudra m'expliquer en quoi une religion, sa catégorie, à quoi la critique des religions, le fait d'être un bouffeur de curés, que ce soit avec des curés ou avec des imams, ça peut être considéré comme raciste. Ça reste la critique des religions, ce qui est normalement de gauche de critiquer les religions. Critiquer les religions, c'est profondément de gauche, puisque la religion est historiquement, la gauche s'oppose aux religions en mettant la religion étant dans la case, grosso merdo, des idéologies réactionnaires qui défendent la structure de classe de la société. Que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam, ces deux religions, l'une comme l'autre, défendent non seulement les classes dominantes, hein, en disant vous aurez un paradis dans l'au-delà, eh bien, ne vous révoltez pas sur terre, mais elles affirment, dans le cas des religions abrahamiques, judaïsme, christianisme, islam, et même, semble-t-il qu'il y ait des courants qui ressemblent un peu à des trucs similaires, plus ou moins des mélanges de trucs. Euh, ben eh bien, ces religions-là, ces religions de la Bible et du Coran, défendent des conceptions qui sont rétrogrades du point de vue des droits des femmes, du point de vue des droits des homosexuels. Il y a des choses qui sont très, 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 très hard de ce côté-là. Et le discours du type faut être bisounours parce que les religieux sont gentils. Non. Il y a des religieux qui sont des religieux républicains qui mettent de côté leurs croyances pour respecter la République et qui font de leur croyance une affaire privée. Il y en a qui l'en font une affaire publique. Ces gens-là sont ce qu'on appelle des réactionnaires. Et avoir une gauche qui considère qu'il faille ne pas critiquer une religion, qu'il faille laisser
les religieux s'exprimer sur la voie publique sur des questions d'ordre politique, d'ordre ou même d'ordre sociétal, alors que ça doit être un fait privé normalement quand on est réellement de gauche et authentiquement de gauche, c'est une trahison de la gauche historique. Vous avez la droite est critique de l'islam. Alors certains à gauche vont dire oui, c'est par racisme. Il est possible qu'à droite, il y ait des gens qui soient à la fois dans un racisme anti-arabe et dans un discours anti-musulman et qu'ils confondent un peu les deux. Hein, j'ai envie de dire, des imbéciles, il y en a à la fois à gauche et à droite. Mais, comment dire, vous avez aussi à droite des gens qui sont catho-tradis. Et vous avez une droite orientale, une droite dans les mondes arabo-musulmans, qui est islamiste. Enfin, l'extrême droite dans les mondes arabo-musulmans, elle n'est pas fondée sur le christianisme, elle est fondée sur l'islam. Tout comme dans le monde occidental, l'extrême droite est souvent fondée sur soit le christianisme, soit sur une forme de néopaganisme bizarroïde qui en fait est plutôt un prétexte qu'autre chose, soit ouverte, soit juste simplement sur une base raciste, ethnique, avec un discours pseudo-scientifique. Ou des trucs mystiques à la con. Voilà. Mais ce sont, dans les deux cas, des idéologies anti-scientifiques, anti-matérialistes, idéalistes, religieuses, même un discours pseudo-scientifique étant un discours religieux, en fait. Les discours, par exemple, que vous retrouvez, qui sont ceux de certaines sectes ou de certains trucs qui veulent, certaines personnes, influenceurs internet, qui veulent vous vendre n'importe quelle connerie en vous disant c'est quantique, et en fait c'est juste parce que ça fait joli. Ça, c'est une dérive sectaire religieuse ou religieuse. Eh bien, la gauche devrait être capable de critiquer le sectarisme religieux là où il est, et ne pas laisser cette critique à la droite, cette critique qui lui appartient à la base. La gauche, c'est le camp de la laïcité. 1905. La gauche, il y a Jaurès et Maurice Allard. La gauche, il y a Jacques-René Hébert. Il y a une tradition d'anticléricalisme, de bouffer du curé, pas de s'agenouiller pour avec pas de lécher les bottes à des imams en fait. Bouffer les curés, c'est pas pour lécher. On n'a pas à bouffer des curés pour lécher les bottes à des imams. Hein, sans compter que, au passage, à ceux qui confondent bizarrement le racisme anti-arabe avec ce qu'ils appellent l'islamophobie, avec la critique de l'islam, confondant dans le même cas des discriminations anti-musulmans avec la critique de la religion musulmane et l'opposition aux islamistes et aux fréristes, il faudrait leur dire il y a des musulmans non arabes, occidentaux par exemple, des convertis occidentaux, il y a des musulmans turcs, il y a des musulmans iraniens, de philippins, dans l'Extrême-Orient, et inversement, il y a des arabes athées. Ils se font en général buter hein, dans certains pays dans les pays où il y a une petite théocratie au pouvoir. En Iran, vous ne faites pas long feu. Enfin, c'est très difficile étant donné la violence d'État ou la violence populaire dans certains pays du Maghreb vis-à-vis des apostats de l'islam, par exemple. Vous avez des gens qui sont apostats de l'islam, vous avez des gens qui sont chrétiens, pardon, ou juifs, et qui sont arabes. Hein, et vous avez des gens qui sont, vous avez aussi des gens qui sont kabyles et berbères que vous confondez avec des populations arabes. Donc voilà, vous mettez en gros l'étiquette racisme sur un sujet qui est complètement hors sujet, qui aurait été, s'il y aurait une discrimination sur base ethnique, il aurait été question de racisme, du coup. Tout comme il aurait été de question de sexisme s'il aurait été basé sur une discrimination entre hommes et femmes. Mais là, quand on parle de religion, quand on ne parle même pas de discrimination, mais de critique des religions et d'opposition à l'instrumentalisation politique des religions, quand vous mettez l'étiquette racisme, c'est franchement de la déconnade. Donc voilà. Vous avez aussi la question de la mondialisation. Évidemment, c'est un sujet bidon,
parce que le RN ne veut pas du Frexit, ne veut pas de leur sortie de l'UE, de l'euro et de l'OTAN, donc le RN est une arnaque. Ils en parlait à l'époque de Philippot. Philippot, il a fondé les Patriotes en se séparant de Marine Le Pen. Donc, si votre espoir si vous êtes de droite et que votre espoir est plutôt, ou si vous êtes conservateur, on va dire, et que votre espoir c'est dans le Frexit, vous n'êtes pas spécialement de gauche, mais vous pouvez l'être de gauche parfois, pourquoi pas. Eh bien, si vous êtes gaulliste, si vous êtes souverainiste, votez plutôt, tant qu'à voter à droite, autant voter Asselineau ou Philippot. Et si vous pouvez mieux faire, vous pouvez même voter à gauche en votant Kuzmanovic, par exemple. Ou vous pouvez même essayer de soutenir le pôle de renaissance communiste en France ou le PARDEM, le parti de la démondialisation, si vous êtes plutôt marxiste, marxisant. Voilà, donc voilà, donc vous avez ce problème de la mondialisation, or qui est lié au problème de la nation, de la question du rapport nation-monde, si vous voulez. Parce qu'en fait, pour résister à la mondialisation, il faut retrouver la souveraineté nationale. Il faut donc parler de nation. Il faut parler de nation, et on a une gauche qui déteste aujourd'hui parler de nation et l'associe ça au nationalisme et par extension au fascisme assez rapidement, en confondant en fait, comment dire, elle a le discours de nationalisme égale nazisme. Ce qui est complètement stupide. Hein. Est-ce que De Gaulle était un nazi? Sûrement pas. Dans le cas de la droite nationaliste plutôt modérée et républicaine. Dans le cas de ce qu'on appelle des nationalistes de gauche, qu'on pourra plutôt appeler gauche patriotique, si on regarde Connolly, Jaurès, Che Guevara ou Thomas Sankara, allez pas me dire que c'est des nazis. Hein, Thomas Sankara, j'ai du mal à imaginer Thomas Sankara en Asie ou Jaurès en Asie. Et pourtant, il tenait un discours patriotique qui était de gauche. Donc l'idée d'assimiler la nation à la droite, qui est complètement stupide à gauche, et qui ne permet pas de construire une alternative anti-mondialisation. Hein, parce qu'il faut y aller sans arrêt avec des pincettes pour évoquer la question de l'Union européenne, la question du libre-échange, de la mondialisation, même de l'américanisation de la France, du soft power américain, qui est une culture qui est aussi vectrice à la fois d'un néolibéralisme économique et d'une culture qui la soutient, une hégémonie culturelle de cette bourgeoisie-là. Vous avez une incapacité à gauche à penser la nation. Vous avez la question de l'identité nationale qui s'y rapporte. Les Français, beaucoup de Français sont fiers d'être Français. Pas au sens chauvin du terme. Sont fiers d'avoir une gastronomie, d'avoir une histoire, d'avoir une culture, d'avoir de beaux paysages. Et pourtant d'avoir un patrimoine culturel, que ce soit ou naturel, patrimoine en termes de paysages ou de monuments, bref, tout ce que vous voulez, d'avoir une littérature, tout ce que vous voulez, une gastronomie, une musique, bref, des choses qui sont de l'ordre de la culture française. Et vous avez à gauche des gogoles, il faut le dire les mots, qui vous disent que l'identité nationale est forcément du fascisme. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire qu'il y a un discours identitaire de droite qui est détestable, qui est réactionnaire, qui considère qu'il y a une conception exclusive de l'identité, qui est de je suis fier, donc je rejette l'autre. Alors on va me rapprocher ça à l'immigration et me dire que je suis pro-immigration ou anti-immigration quand je dis ce genre de choses. Bref. Mais avoir un discours sur l'identité de la France, sur son identité nationale, sur sa culture en fait, ce n'est pas opposé à un intérêt pour la culture d'autres pays, pour une solidarité envers les étrangers. On peut très bien aimer son pays sans aimer sa culture, sans mépriser celle d'autres pays, la culture d'autres pays ou les gens qui viennent d'autres pays. Et il y a une conception civique de la nation, pardon, il y a une conception civique de la nation
à faire valoir à gauche. Il est vrai que la droite a une conception ethno-culturelle de la nation, historiquement. La gauche a donc des raisons, entre guillemets, hein, qui sont ce qu'elles sont, de se méfier de, de ces conceptions-là qui peuvent dériver très loin à l'extrême droite. Pour autant, il n'est pas mauvais d'avoir une mémoire nationale sur, par exemple, des choses comme la Révolution française, d'avoir une fierté sur la gastronomie, sur la bouffe, sur la littérature. Toutes ces choses-là qui sont, certains pourraient dire que c'est des traditions, ce que vous voulez, appelez ça comme vous voulez, du patrimoine, des choses qui sont, sur lesquelles on progresse, qui sont des choses positives. On progresse sur les sciences, mais on progresse aussi en ayant une culture riche, en ayant, on mûrit intellectuellement par la culture, par la littérature, par la philosophie, par l'histoire, par le patrimoine, par le fait de vivre dans un pays et de ne pas avoir aussi des valeurs qui sont diffusées dans le système éducatif, qui mettent en valeur la nation, sans pour autant, évidemment, comment dire, sans pour autant en faire un prétexte pour vouloir dominer, pour vouloir exclure, pour vouloir mépriser. C'est pas cette question-là, c'est pour réellement avoir un discours humaniste sur l'autre, il faut déjà soi-même ne pas se mépriser au niveau en tant que nation, se mépriser en tant que nation et faire du enfin aujourd'hui on a une gauche qui se pense internationaliste, qui se méprise en tant que nation et qui ensuite sous couvert d'internationalisme se permet de faire du paternalisme envers les pays étrangers en disant mais on va être gentil, on va être humaniste, mais qui donne des leçons de morale, qui fait de la condescendance. Ça vient de là. Vous n'êtes pas capable de considérer que votre pays est ce qu'il est, en bien ou en mal. Il n'est pas question de faire une légende dorée ou une légende noire de la France. La France est la France. Elle a ses zones d'ombre et ses zones de lumière. Elle doit s'assumer en tant que nation. Toute nation fait des erreurs. Et ça n'en fait pas pour autant une nation mauvaise. La condition pour progresser, c'est de considérer qu'une nation, c'est un bloc entier de choses positives et négatives, et qu'on ne peut pas réduire une nation à que des choses négatives, ou s'auto-flageller en tant que nation. Donc en fait, on a un discours sur l'identité nationale qui mériterait d'être beaucoup plus fin que ce qu'on a aujourd'hui. Il y a un juste milieu entre le roman national que peut avoir une partie de la droite nationaliste ou que peut avoir une certaine partie historiquement de la gauche républicaine et le roman antinational, la gauche décoloniale, déconstructiviste ou anarchiste. On n'a pas à détester la nation et la France pour ce qu'elle est, on a à la comprendre et à la comprendre dans sa complexité. Donc aucun chauvinisme ne doit être accepté au nom de l'identité nationale. Pour autant, la tendance à s'auto-flageller en tant que nation et à détester le fait d'être français, ça suffit. Et tant qu'on aura des gens à gauche qui n'auront pas compris ça, qui auront un mépris de leur propre pays au sein de la gauche française, elle ne progressera pas, elle ne convaincra pas nombre de Français qui ont naturellement un amour pour leur pays. À juste titre d'ailleurs. Donc il y a la question de l'identité nationale et la question de la New Left, du wokisme. C'est-à-dire que la plupart des gens lambda, des citoyens lambda, en ont absolument rien à foutre de la théorie du genre, de la théorie critique de la race, du véganisme, de tout un tas de sujets sociétaux qui sont soit complètement idiots, soit complètement éloignés de leurs préoccupations matérielles concrètes et immédiates. La classe ouvrière n'allait pas faire à un ouvrier une leçon de véganisme. C'est stupide. C'est limite ce que ferait aujourd'hui une bonne partie de cette gauche bien pensante et bourgeoise. Le fait que les droitards type RN ne fassent pas ce genre de choses,
ça leur permet de se donner une image populaire. Quand on a à gauche des gens qui critiquent Roussel sur le steak en disant que c'est viriliste, machin, patriarcal, tout ce que vous voulez, alors qu'en fait, il mange juste un steak et qu'il aime bien bouffer de la viande et qu'il considère que c'est un plaisir populaire, à juste titre, et que ça permet de créer une gauche populaire, il se fait démonter la gueule par pas mal de gens qui sont complètement tarés. Il n'y a pas d'autre mot. La gauche psychosociétale, c'est ce qui ne convainc pas les Français. Ce qui ne convainc pas ni les apolitiques, ni les gens politisés gauche à l'ancienne, ni ce qui permettrait de transformer des droitards en gauchistes, enfin en gauchos, en gens de gauche. Hein. Vous ne pouvez pas convaincre avec ça. Tant que vous aurez ça, vous aurez un plafond de verre. Vous aurez un plafond de verre. Vous aurez un plafond de verre et vous ne pourrez pas vous en sortir, vous serez mort. La réalité aujourd'hui, c'est que dans l'état actuel de la gauche, si vous n'avez pas un mec ou des mecs qui prennent leurs responsabilités et qui rompent avec toutes les bêtises que j'ai à dénoncer, qui vient de faire la gauche et qui font le jeu du RN, eh bien, elle va mourir. Elle va être enterrée par le RN. Le RN va les écraser, va les laminer aux élections. Ça, c'est très, très, très fort probable. C'est très probable. Et c'est pas en s'alliant avec des macronistes que vous allez réellement mettre en échec les Le Penistes. Les Le Penistes vont en profiter pour se donner une image anti-système. Parce que vous alliez avec des gens qui sont ouvertement des néolibéraux. Alors le RN aussi. Mais le pseudo Nouveau Front Populaire, également. Il ne conteste même pas l'Union Européenne. Comment il pourrait être opposé au néolibéralisme alors qu'il n'est pas foutu de contester le cadre de cette Union Européenne de valeurs qui organise le libre-échange et la libre concurrence, qui prive les États de leur souveraineté, et donc de politique économique interventionniste réellement de gauche. Enfin, de politique interventionniste tout court, puisque l'interventionnisme en économie, c'est de gauche. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que on doit critiquer le RN, comme l'a fait cet article, à juste titre d'ailleurs. Mais nous devons le critiquer, camarades et citoyens, camarades et citoyennes, en parlant avec des gens du RN, en débattant avec des gens du RN, et en débattant surtout intelligemment, en n'ayant pas de censure morale, un tabou de bien-pensants, en étant capable d'entendre leurs préoccupations, d'y répondre rationnellement, logiquement, sans les biais idéologiques de la New Left, sans la nation c'est méchant, sans l'islamophobie, racisme et compagnie, sans ce genre d'accusations-là, plutôt par exemple leur pointant le néolibéralisme du programme du RN, le fait que ce sont des nationalistes en carton, des arguments rationnels, clairs, précis, programmatiques. Il faut une nouvelle façon de combattre le RN, c'est de le faire en leur piquant une bonne partie de leur électorat, en montrant que ce sont des faux culs, que ce sont des menteurs, que ce sont des hypocrites. C'est la seule façon de combattre le RN, c'est en montrant que celui-ci est hypocrite, ment à ses propres électeurs, et pas en insultant les électeurs du RN, en le disant vous êtes des imbéciles, tout ça, mais en étant capable de créer une gauche qui sera pas capable de nettoyer sa maison, et d'y inviter de nouvelles personnes, des personnes issues du monde apolitique qui pourraient être tentées par le RN tôt ou tard, qui pourraient être aspirées, ou du monde issu de la droite mais déçu de la droite, tout comme il y a un monde déçu de la gauche, on devrait pouvoir avoir un monde déçu de la droite. Donc il faudra y être patient pour ça en fait, pour récupérer des gens de droite, il faut être patient. Hein, il faut être très patient. Mais ça, potentiellement, pourquoi pas essayer de récupérer leurs électeurs, essayer de récupérer ces gens-là pour les orienter vers une vision économique de gauche, vers des valeurs de gauche. La bonne vieille gauche à l'ancienne, il faut la faire renaître. Et tant qu'on n'aura pas une bonne vieille gauche à l'ancienne et qu'une New Left qui dit n'importe quoi, qui n'est au final que sociologiquement, non pas les ouvriers, les paysans, ou même les petits classes moyennes, qui pourraient avoir le cul pris entre deux chaises, c'est-à-dire entre le monde du travail et le monde du capital. La petite bourgeoisie, c'est ça. Hein. Les petits patrons, c'est des gens qui sont pris entre le monde du travail et le monde du capital.
tant qu'on n'aura pas, et les petites bourgeoisies, c'est pas les petits agriculteurs indépendants, parce que c'est formellement qu'ils sont considérés comme des patrons, mais en réalité, la petite paysannerie, ils vendent leur production au grand patronat. Rien à voir avec les mécanismes de concurrence des petites entreprises, PME. Ça, je parle d'une TPE, une PME, c'est pas la même chose d'ailleurs. Eh bien, tant qu'on n'aura pas, tant qu'on aura une gauche qui sera la petite bourgeoisie, une partie de la bourgeoisie financière potentiellement aussi, on n'est jamais à l'abri, qui sera essentiellement composée de la petite bourgeoisie et du lumpen prolétariat, hein, en termes de le lumpen étant le chien de garde du petit bourgeois. Le petit bourgeois centre-gauche va avoir utilisé le lumpen d'ultra-gauche pour tabasser, grosso merdo, pour passer à tabac le mec de gauche radicale ou d'extrême gauche, hein, le communiste à l'ancienne, de milieu plutôt prolétaire, ouvrier, paysan, petit fonctionnaire éventuellement, petit cadre. Tant qu'on aura sociologiquement, non pas l'alliance des ouvriers, des paysans, des petits fonctionnaires, éventuellement de certains petits bourgeois qui vont être menacés par la concurrence capitaliste du modèle capitaliste libéral, en termes d'alliance, tant qu'on n'aura pas une alliance de classe solide et qu'on aura une alliance lumpen, petite bourgeoisie, eh bien, la droite aura gagné. Il faut revenir à une gauche populaire. Et il est l'occasion de saisir les mécanismes de la montée du RN, c'est l'occasion de porter un coup dans le terrain à la droite, comme à la gauche bourgeoise. Il faut reconstituer une gauche prolétarienne, ouvrière, communiste, socialiste, républicaine, souverainiste aussi. Ça va pas être facile. Mais si on est dans du sectarisme gauchiste que dénonçait très justement Lénine, eh bien, parce qu'aujourd'hui on a une gauche qui est essentiellement anti-léniniste, qui est anti-jaurésienne, anti-marxiste et anti-léniniste, et même anti-jacobine et très girondine. Bon, elle serait aussi anti-clouscardienne si on veut aussi, puisque Clouscard critiquait tout ça. C'est ce qu'il appelle le libéralisme libertaire. Du coup, tant que le clivage gauche-droite cessera, grosso merdo, la social-démocratie libertaire, le libéralisme ou le libéralisme libertaire, versus un libéralisme sécuritaire avec au centre un néolibéralisme à la Macron, et que grosso merdo Mélenchon et Le Pen ne seront jamais, avec une situation où Mélenchon et Le Pen ne sont que l'aile gauche et l'aile droite du macronisme, tant qu'on aura cette situation-là, tant qu'on aura ce triptyque Mélenchon, Macron, Le Pen, ça peut être d'autres gars à la place, hein. Ça peut être d'autres gars ou d'autres filles à la place, le schmilblick reste le même. Tant qu'on aura ces gens-là, ces trois blocs-là, cette gauche sociétale complètement vendue à la bourgeoisie, cette droite néolibérale, ce centre et cette droite néolibérale qui ne pense au final qu'à l'argent, et cette droite libérale sécuritaire qui fait de la démagogie sur les questions de sécurité et sur la méfiance vis-à-vis de cette gauche sociétale, mais qui en fait ne propose rien en termes de solutions économiques aux classes populaires, mais qui ne base que sur du folklore, hein. Après, on pourrait dire que le nationalisme est un peu folklorique sur les bords, mais tant qu'on aura ces blocs qui ont refusé de contester l'Union européenne, qui refusent de débattre intelligemment, en réalité, et qui au final ne contestent pas réellement le modèle capitaliste néolibéral, on sera foutu. Donc voilà, c'était ma petite analyse, qui a duré plus d'une heure sur le sujet. J'espère que vous avez aimé l'article et l'analyse que j'en ai faite. Sur ce, camarades et citoyens, raison, égalité, solidarité ou la mort, nous vaincrons. Ciao.